Voilà le livre dont on va beaucoup entendre parler cette semaine, Le traître et le néant, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Fabrice Lhomme et Gérard Davet, ce sont les deux grands reporters du Monde qui ont déjà écrit souvent sur les présidents en exercice. Le dernier livre qu'ils avaient fait, c'était sur un président en exercice, c'était sur François Hollande. C'était Un président ne devrait pas dire ça. Et ça a abouti au fait que François Hollande n'a pas pu se présenter fin 2016 pour sa réélection. Alors ce livre-là, franchement, ils ont beau dire que ce n'est pas un livre à charge, honnêtement c'est un livre extrêmement féroce sur l'actuel président de la République. Alors certes, ça n'aboutira pas à sa non-réélection au sens où ça ne l'empêchera pas de se représenter, mais en même temps, les deux journalistes dépeignent à grand renfort de témoignages la façon dont Emmanuel Macron a méthodiquement organisé son élection à partir de 2016 pour arriver à l'Élysée en 2016 et la façon dont il gouverne. On voit un homme froid, calculateur, extrêmement isolé, assez imbu de lui-même, très cynique, donc assez loin de l'image qu'il veut donner d'un président protecteur, d'un président qui s'occupe de toutes les catégories de population et qui est au four et au moulin. Donc oui, c'est un livre assez à charge, un livre qui était très redouté en Macronie. Il y a plus d'une centaine de personnes, parmi lesquelles l'immense majorité des membres du gouvernement, quasiment l'immense majorité des députés de La République En Marche, qui ont refusé de parler, sous la pression sans doute du président, qui ont refusé de parler aux deux journalistes. Voilà ce dont on va parler cette semaine. En Macronie, on dit même pas mal. À voir. Tata Brigitte, tu as vu ce qu'ils ont publié sur moi? Eh oui, Macron, le traître et le néant. Tu vois, tu as parlé de l'Algérie, tu as provoqué l'Algérie, voilà les conséquences. Tu as les nerfs à fleur de peau, ça on le sait. Tu vas éclater. Et voilà. جماعة الخير السلام عليكم. هاو عمكم ماكرون الزبل طلع له. السلام عليكم جماعة، سمحونا على كل حال سي ديرني طون. أنا توجور جو m'en sors pas des attaques, donc اللابتوب pratiquement جبت معاه donc ça fait une semaine ولا نعدل فيه. Et voilà, donc la vidéo elle était pratiquement prête depuis une semaine, mais j'ai pas pu la publier. Mon chien virus barkiade, mais plusieurs virus. Le corona دخل partout le laptop. Enfin, donc je voulais publier, comme بعد اللي تخليتها زاد خرج هذا le livre هذا qui vient d'être publié. قلت أنا والله هيا pourquoi pas. وعلاش ما نكملوش عليها ونهضروا على لو كون هذا باه نعطيو له دي بروف et un cours d'histoire parce que je crois que Brigitte lui a mal enseigné l'histoire. Voilà, بالك c'est elle, voilà, je sais pas, بالك راهي قالت له voilà Macron, Emmanuel, mon petit Emmanuel, mon chou d'Emmanuel, l'Algérie est une grande nation. Mais lui, il a rajouté la négation. L'Algérie n'a jamais été une grande nation. L'Algérie a été créée par la France. C'est une création de la France. C'est pas le seul qui l'a dit. Il y a le Bernard Lugan, le Meknessi du Maroc, celui qui aime imiter Lyoté. Il y en a aussi, je m'excuse si je parle mal le français à l'algérienne et j'aime bien rouler les R, monsieur Macron, pour vous montrer que je suis un authentique Algérien. Moi, je sais dire E et je sais dire Kaf, chose que vous ne savez pas dire. Donc, tu es un Agoun.
Donc allez-y chercher pour trouver ce que c'est Agoud, parce que même le A, tu ne le prononces pas. Donc M. Macron, il a imité pratiquement les anciens Français qui ont parlé de la création de la France, tel que Éric Olive, celui qui veut changer de nom aux Algériens, alors que lui, avec son nom berbère, c'est-à-dire un nom algérien, Zemmour, qui veut dire olive. Normalement, il doit s'appeler Éric Olive. Même Éric, c'est pas français. Il a mal choisi, il aurait dû choisir Thor, le dieu des Vikings. Il n'est pas le seul parce qu'il y a beaucoup de Français qui le répètent. Et le premier à l'avoir dit autrefois, c'était le général de Gaulle. Le libérateur de la France, le valeureux général de Gaulle, qui a passé le gros de son temps avec les fesses vissées sur une chaise à Londres. Et il attendait que les Américains, les Anglais, les artilleurs de l'Afrique du Nord, les artilleurs sénégalais, les Polonais, qui délivrent la France. Et voilà qu'ils récoltent tous les hommages et les honneurs. Ce n'est pas les Français qui ont libéré la France, M. Macron. Et votre De Gaulle, il se trompe. Il n'a pas été au front. Que ce soit sur la ligne Maginot ou bien la ligne Moncasino, toutes ces percées ont été faites pratiquement. Le gros des artilleurs, c'était les artilleurs de l'Afrique du Nord. Où pratiquement, dans toutes les guerres, les Algériens ont activement participé avec la France pour la sauver ou pour la libérer. Ça n'a jamais été des Français. Lisez l'histoire. Lisez votre histoire. Et ce De Gaulle, il se trompe royalement, je vais vous le prouver par A plus B, que l'Algérie existait déjà avant l'occupation française en 1830. Mais aujourd'hui, je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Voilà, et là, M. Macron essaie de nous parler de notre système, c'est-à-dire il s'ingère dans les affaires algériennes. C'est comme si le régime algérien s'ingère dans les affaires des Français. Alors que tout le monde sait que le système français n'a pas bougé d'un iota. Voilà pourquoi que tous les pays qui ont des attaches avec les Français sont les derniers de la chaîne parmi tous les pays du monde. Tout le monde le sait. Ils ont un seul système, que tu sois de gauche ou de droite, rien ne change. On a vu des socialistes à la tête de cet État, on a vu des gens de la droite, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Aujourd'hui, il y a Hollande, demain, il y a Emmanuel, après-demain, il y a un autre, avant, il y avait Sarko, il y avait les Chirac, il y avait les Mitterrand. Jamais le système français n'a changé. Mais on ne s'est pas immiscé. Maintenant, il dit que le système algérien a bâti ses assises sur la rente. Pourquoi tu jeûnes?
Oui, nous sommes des rentiers. Et puis, voilà, il se manifeste par une histoire falsifiée, une histoire qui n'est pas la sienne, que l'histoire algérienne a été montée de toutes pièces. Voilà, les Algériens ont réécrit l'histoire de nouveau, mais c'est pas en se basant sur des vérités, mais c'est des discours populistes, etc., basés sur la haine de la France. Oui, on est haineux envers vous, parce que vous n'êtes jamais excusé, et ce que vous avez fait en Algérie, ce que vous avez fait en Algérie, les Algériens ne l'oublient pas. Oui, il faut s'excuser. On peut la retourner. Mais on n'oublie pas ce qu'ont fait les Français ici en Algérie. Puis tu parles de réécrire l'histoire en arabe et en amazigh. Pourquoi l'amazigh? Est-ce que tu connais quelque chose à l'amazigh? D'ailleurs, c'est un nom qui n'a jamais existé. Nous sommes des berbères, nous sommes un peuple berbère. Il y a des dialectes berbères ici en Algérie, moi je vous le dis, puisque moi je suis berbère. Mais ce mot amazigh, c'est nouveau chez nous. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot amazigh? On ne sait pas. Puis cet emblème avec un signe qui répond au Z, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Il a été fait chez vous. Par des chrétiens, c'est pas par des musulmans. Que ce soit Amrouche ou son frère et j'en passe, il y en a, mais c'était à Paris. Avec la création de l'académie soi-disant berbère et ainsi de suite, jusqu'à ce que le président Boumediene ose quelque temps pour vous dire ou vous fermez ça, ou bien il n'y a plus de relation avec la France. C'est vous qui essayez de vous immiscer dans les affaires algériennes. Et puis, sur tout ça, lorsque tu dis, est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant ce que vous appelez, vous, le colonialisme français? Pour nous, c'est une occupation par la force. Et là, tu te poses la question. Votre De Gaulle l'a dit, mais il y en a beaucoup qui l'ont dit avant toi. Eh bien, on va vous démontrer par A plus B que cet État existait, cette nation a existé et nous existons toujours. On est là. On est là. Nous sommes les propriétaires de cette terre. Voilà, Monsieur Macron. Donc, j'aimerais bien déjà, pour commencer, vous laisser entendre certains qui l'ont dit comme vous. Moi, je pensais, quand vous parlez de jeunes présidents, je ne sais pas quoi. Non, non, vous ressemblez tous. Que vous ayez 90 ans, que vous ayez 30 ans, c'est toujours le même système. C'est toujours les mêmes personnes qui sont contaminées, qui contaminent les autres, qui dirigent votre pays. Il y a le côté jardin, là on les présente beaucoup plus et tout. Mais côté court, c'est la même politique française. Donc vous n'avez pas trouvé vous assises ici en Algérie avec le nouvel État moderne algérien. C'est terminé maintenant, les caisses sont bien fermées et les clés sont dans les poches d'authentiques Algériens. Ce n'est pas des Algériens soumis à la France. C'est parce que l'Algérie est la porte de l'Afrique qu'il faut, pour aller en Afrique maintenant, il faut passer pour l'Algérie, que vous le veuillez ou non. Voilà pourquoi que vous avez fait éclater votre colère. Et là, vous êtes passé à inviter pour nous emmerder ce que vous appelez, vous, les harkis. Pour nous, on les appelle les collabos et les traîtres. Et c'est très bien qu'ils ont choisi le mot traître pour le livre vous concernant. Il est beau le mot traître. Nous, ces gens-là, on les vomit. C'est tout. Un traître restera un traître. Et celui qui trahit une fois,
trahira une deuxième fois. Donc ces gens-là ont trahi notre pays. Maintenant, si vous allez m'écouter à parler le dialecte algérien, vous avez des harkis parmi vous qui vont vous traduire à vous et vos autres Français. Donc je vous laisse écouter les autres qui ont dit la même chose que vous. Eric Olive et Bernard Luguen, le Meknassi. Il y a aussi François Djez, le Casablancais, etc., qui ont dit la même chose, que l'Algérie est une création de la France. C'est vrai que le mot Algérie, avec E à la fin, oui, c'est un mot qui ressemble beaucoup plus au mot français. Mais il y avait déjà avant le royaume d'Alger, Kingdom of Algiers. C'est comme ça que ça s'appelait. En italien, ça s'appelait Algérie. Donc vous avez enlevé le E du milieu, vous l'avez mis à la fin. Voilà ce que vous avez changé, ni plus ni moins. C'est-à-dire que l'Algérie existait depuis Oued Melouia jusqu'à Gebsa, la frontière tunisienne. Et vous le savez très bien, donc il y avait un État qui existait. Sinon, que foutaient vos consuls chez nous depuis 1510? Il y avait les représentants français, et à partir de 1567, du temps de Louis XIV, c'était des consuls représentant la France et qui étaient accrédités auprès des Dey d'Alger. Donc pourquoi un consul? D'ailleurs, tout à l'heure, pour te contredire, il y a, parce que vous êtes appuyé beaucoup plus sur Benjamin Stora, il vous le dit. C'est vrai, pourquoi qu'il y avait un consul avant l'occupation de la France. Donc il y avait un État qui existait. Il y avait une nation. Et le Dey, pour votre dernier consul, il n'a pas voulu se salir les mains. Il n'a pas voulu toucher à la peau d'un porc français. Donc il a frappé avec un éventail. Donc il faut comprendre ça aussi de notre part. Même s'il y a eu une perte, même si on a perdu le pays à cette époque-là, même si vous avez envahi l'Algérie, n'oubliez pas les enfumades de la Dahra, n'oubliez pas les emmurades des Sbeha, n'oubliez pas tout ça, les colonels Pilissier, le duc de Rovigo, le général de Saint-Arnaud. Allez-y lire ce qu'ont écrit vos propres généraux et les massacres qu'ils ont faits. Vous parlez de la Shoah. La Shoah existait ici, en Algérie. Idiot que vous êtes, vous n'avez pas appris vos cours. Brigitte, essaie de lui faire apprendre les cours d'histoire. Essaie de lui faire apprendre les cours d'histoire. Et la bonne lecture, si vous voulez que je vous parle de ce pays de bâtards qu'est la France, je dis pays de bâtards, je pèse mes mots. Pourquoi je dis bâtard? Allez-y lire Catherine de Médicis, votre reine de France, qui était mariée à Henri II. Qu'est-ce qu'elle a enfanté? Qu'est-ce qu'elle a enfanté? De peur qu'elle ne soit répudiée par Henri II, elle faisait monter les matelots sur vos fleuves. Elle les faisait monter dans ses appartements. Un, il peut rester 2 jours, l'autre une semaine, etc. Rien que pour lui faire des enfants. Et ça a tardé pendant 5 ans, elle n'a pas eu d'enfants, jusqu'au jour où elle a eu votre Henri III, le futur roi de France. C'est ça l'histoire, madame. Il faut lui apprendre ça aussi. Et puis elle a eu une chier d'enfants, je crois 8 ou quelque chose comme ça. Elle a eu au moins 8 ou 9 entre reine de France et des rois de France. Et là, c'est les François, c'est les Henri, c'est les Louis, c'est les Louise, Isabelle, etc. Donc c'est tous et toutes des bâtards et des bâtardes. Donc la progéniture, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne d'autres bâtards. N'est-ce pas, M. Macron? Allez-y lire
votre Catherine de Médicis. Donc, pour ne pas en rester là, puisqu'on revient sur l'histoire de l'Algérie, si l'Algérie avait existé ou elle n'avait pas existé avant votre arrivée en 1830. On va voir ça. On va le voir ensemble. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, hein, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. Et ça, c'est quoi? Algérie, Regium Algérienum. Africain, bon, ça parle des frontières de la Tunisie, avec le Maroc jusqu'au Tefilel, c'est quoi ça? Mais vous voyez très mal, je crois que le mot Algérie existait. Vous n'avez fait que rajouter le E, comme je le disais tout à l'heure. Tiens, et là aussi. Algéria, Algérie. Je sais pas, Algéra. Je sais pas comment que les Français ont inventé ou bien créé ce mot. Mais ça existait depuis 1572, vous voyez. C'est au XVIe siècle. Vous essayez de tromper les gens. Mais c'est vos habitudes. C'est vos habitudes. Et ce nom, il vient de Al-Jazeera, Al-Jazair, etc. C'est devenu Al-Kharia en espagnol, c'est devenu Algérie en italien, etc. Et même chez les Anglais, ainsi de suite, ça, ils l'appelaient Algéria. Et avant ça, c'était Barbaria. Et puis, le nom était Barbarie, mais vous l'avez changé pour dire que nous étions des barbares, que c'était des sauvages et que vous êtes venus nous civiliser. Bravo, M. Macron, et bravo aux Français, vous nous avez très bien civilisés. Merci. Lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun,
le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad el-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. Et il y a ce dîner avec le général Bugeaud qui va partir, qui a été désigné pour aller en Algérie en 1840 et qui dîne avec Victor Hugo et qui lui dit « Moi, j'ai pas du tout envie d'aller en Algérie. L'armée française n'a rien à faire en Algérie. » Et c'est Victor Hugo qui lui dit, cette scène extraordinaire, qui lui dit « Vous avez tort, il faut aller là-bas, car il faut les civiliser. Nous sommes les Grecs du monde. Nous devons apporter la lumière au monde à des peuples qui sont dans l'obscurité. » Donc,
Alors, Brigitte, tu lui as appris un cours d'histoire? Je pense qu'il n'a pas bien compris. Hein. Emmanuel, il faut que tu dises l'Algérie est une très grande nation. Parce qu'à ce moment-là, la France n'a jamais existé. Eh oui, la France a vu le jour après la Révolution française. L'histoire des Francs, ils ont connu un roi qui s'appelait Clovis. C'est tout, mais nous, on remonte vers la Numidie. Vous n'existiez pas du tout. Vous étiez des peuplades qui viviez dans les forêts, vous vous agressez mutuellement. Ni plus ni moins. Mais je laisse cette grande dame algérienne que je respecte beaucoup, qui s'appelle Sem El Jazer. À chaque fois, je dis à nos compatriotes algériens d'aller voir ces vidéos sur YouTube. Je vous la laisse vous parler aussi de l'histoire de l'Algérie. Seulement, essaie de faire traduire ça par tes traîtres de Harki. Ils te feront comprendre aussi. On continue. السلام عليكم إخواني أخواتي وتحية طيبة للجميع. اليوم كذلك نواصل رحلة السفر عبر المكتبات العالمية ونختار لكم فقرات صغيرة من كتب عالمية وصفت الجزائر القديمة، عاداتها، سكانها، حدودها إلى غير ذلك. نبدأ بالمصادر العالمية ثم ننتهي إلى المصادر المروكية لنقطف تاريخ الجزائر ونفتكه من مصادرهم، وهذا أجمل ما في الأمر. مكتبة الكيان الذي يحاول عبثا تشويه تاريخ الجزائر، رفوف مكتباته مليئة بالكتب التي تناولت الجزائر. نبدأ بهذا الكتاب اللي راكم تشوفوا أمامكم، ديسكريبسيون دو لافريك لأولفر دابير. لكن قبل ما نتناولوا الفقرة اللي اخترناها من هذا الكتاب، نشوفوا مع بعض باختصار شديد شكون هو أولفر دابير. هو كاتب، طبيب ومؤرخ. En plus de ça, c'est un géographe هولندي ولد سنة 1636 بأمستردام وتوفي بنفس المدينة سنة 1689. في هذا التاريخ كان هذا الكاتب والمؤرخ يعرف بلد اسمه الجزائر وتناوله في كتابه لوصف إفريقيا. في هذا التاريخ بالضبط كانت فرنسا مثقلة الكاهل بالديون التي كان عليها أن تسددها للجزائر.
وأكثر من هذا، في سنة 1689 دفع لويس الرابع عشر ملك فرنسا المال لحاكم الجزائر مقابل السلام بعد الهجومات المتكررة على الجزائر سنة 1682-1683 والتي لم تحقق كل الأهداف التي كانت مرجوة منها. وكانت هذه الميدالية التي تمر أمامكم قد خلدت هذه الواقعة انبطاح لويس الرابع عشر أمام حاكم الجزائر وروما البابوية في عهد البابا ألكسندر الثامن تحديدا. ولا داعي لذكر كل التفاصيل المحيطة بهذه الميدالية لأنها ليست موضوعنا اليوم، وكنا قد خصصنا لها فيديو فيما مضى، فقط تذكرتها في سياق الأحداث التاريخية المحيطة بالجزائر في تلك الفترة. نزيدو نطرقوا أيضا لواش قالوا الفرنسيين على هذا المؤرخ الهولندي أولفير دابير. L'auteur de cet ouvrage en a fait beaucoup d'autres qui ont tous été traduits en anglais et en allemand. Et sans doute qu'on les aurait déjà mis en notre langue si l'on en avait trouvé l'occasion. Quoiqu'on ait plusieurs géographies en français, peut-être n'a-t-on point de description de l'Afrique plus complète que celle-ci. هذه هي العبارة اللي حبيت نوصل لها. Quoiqu'on ait plusieurs géographies en français, peut-être n'a-t-on point de définition de l'Afrique plus complète que celle-ci. يقول الفرنسيين أصدر مؤلف هذا الكتاب جيوغرافي دو لافريك العديد من الكتب الأخرى والتي ترجمت جميعها إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية، ولا شك أننا كنا سنترجمها إلى لغتنا لو وجدنا الفرصة، على الرغم من أن لدينا العديد من الجغرافيا باللغة الفرنسية إلا أننا لا نجد وصف كامل لإفريقيا أكثر من هذا الوصف للمؤرخ والجغرافي الهولندي أولفير دابير. Alors, les principales parties qui sont décrites dans cet ouvrage. نقراو les titres dans cet ouvrage tels qu'ils sont. De l'Afrique en général يعني تناول la description de l'Afrique en général، من بعد ننتقل إلى مصر de l'Égypte, de la Barbarie, du royaume de Maroc, du royaume de Fès. نديرو نقطة هنايا ونسطرو بالخط الأحمر على royaume de Maroc et royaume de Fès. مملكة مراكش ومملكة فاس. فأين الإمبراطورية المغربية التي كانت قائمة منذ 12 و 13 و 14 قرن؟ ما عرفتش لأنكم مازال ما تفهمتوش وما اتفقتوش على رقم واحد تقولوه وتسوقوا به التاريخ اللي راكم تسمعوا فيه عبر منصات النت. La description du royaume d'Alger à partir de la page 159 jusqu'à la page 188. من بعد à partir de la page 189 تجي la description du royaume de Tunis، من بعد le royaume de Tripoli etc. من البلد الذي لم يكن له وجود فعلا وفعليا في عمق التاريخ، الجزائر أم المغرب؟ نروح مباشرة لصفحة 159 من هذا الكتاب. Ce royaume porte le nom de sa capitale et comprend aujourd'hui, selon Pierre Daviti, la Mauritanie césarienne. شكون هذا بيير دافيتي اللي استدل به هذا الكاتب والمؤرخ الهولندي أولفير دابير؟ Pierre Daviti, sieur de Montmartin, né à Tournon-sur-Rhône le 13 août 1573, mort à Paris le 2 mars 1635, est un militaire, un écrivain, un historien et un géographe aussi. Un géographe français de la période préclassique et classique de la France du XVIIe siècle. Pierre Daviti العسكري الفرنسي والكاتب والمؤرخ والجغرافي لما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية من القرن السابع عشر. بيير دافيتي يقول مملكة الجزائر تحمل اسم عاصمتها حتى اليوم. حتى اليوم المقصود بها تلك الفترة التي كان يعيش فيها هذا المؤرخ بين سنة 1573 و 1635. عسكري ومؤرخ وجغرافي، زيد من فوق هو فرنسي يوثق لتاريخ الجزائر في حدود الفترة التي كان يعيش فيها حتى سنة 1635، ويقول مملكة الجزائر اللي كانت عاصمتها الجزائر أيضا. والأجلاف أبناء قطاع الطرق انطلاقا من برنار لوكون وزبانيته في فرنسا إلى عبيدهم في البقعة التي تغرب إليها الشمس بالنسبة للجزائر العظيمة يغنون خارج السرب أغنيتهم المفضلة والفاشلة: الجزائر لم يكن لها وجود، الجزائر صناعة فرنسية. نريد من برنار لوكون أن يشرح لنا كيف صنعت فرنسا الجزائر، فرنسا التي هي فعلا لم يكن لها وجود في هذه الفترة من عمر الزمن كدولة قائمة بحد ذاتها بأركانها وحدودها مثل ما هي عليه اليوم. فرنسا احتلت الجزائر 1830 والجزائر كانت باسمها وعاصمتها في 1635. نواصل القراءة في كتاب المؤرخ الهولندي أولفير دابير Description générale de l'Afrique. Le royaume d'Alger, Bougie, Constantine et autres provinces étaient autrefois des dépendances du royaume de Tlemcen, au lieu que Tlemcen même dépend maintenant du royaume d'Alger. Il y a pour borne à l'occident la Mauritanie tingitane.
ou la partie orientale du royaume de Fès, dont il est séparé par les fleuves de Zis et Melouia. Au midi, يعني au sud du royaume d'Alger, il y a les déserts de Numidie. À l'orient, من الجهة الشرقية كاين le royaume de Tunis. Et au septentrion, il est baigné par la mer Méditerranée. يعني من البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية. هذه مملكة الجزائر بجاية قسنطينة وعدة مقاطعات أو محافظات أخرى. يقول هذا المؤرخ الهولندي كانت خاضعة لمملكة تلمسان. هو يقصد لما كانت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط في عهد الدولة الزيانية، ويقول تلمسان نفسها اليوم راهي خاضعة لمملكة الجزائر. ويقول أيضا يحد مملكة الجزائر من الجهة الغربية موريتانيا الطنجية أو المنطقة الشرقية لمملكة فاس. هو قال يحد مملكة الجزائر موريتانيا الطنجية، ولما حب يزيد يوضح أكثر قال المنطقة الشرقية لمملكة فاس. وين هرب الثاني المغرب؟ أين هي المغرب؟ أو مغرب مادام الكتاب يتكلم بلسان فرنسي. بالعربية لبسوا لها اسم المغرب، لكن باللغات الأجنبية ما قدروش وما يقدروش كيفاش يسميوها. Ça ne concorde pas. باين واضح. Le Maghreb ne peut pas être un nom bien défini pour un pays. اسم مغرب لا يمكن أن يطلق على دولة معينة، وإنما هو اسم وصف توصف به المنطقة التي تأتي من الجهة الغربية أو المغربية حالها من حال الشرقية أو المشرقية. لهذا قعد اسم ماروك معوق مشوه. باللغة العربية قدروا يلبسوا لها المغرب، لكن باللغات الأجنبية قعد ماروك. هذه ثاني لازم يشرحوها لنا. ما علاقة كلمة المغرب بكلمة ماروك؟ هي لا تحمل نفس المعنى. كيف لدولة تحمل اسم باللغة العربية وآخر باللغة الفرنسية؟ فرنسا اسمها فرانس، إيطاليا إيطالي، الجزائر ألجيري، تونس تونيزي، ليبيا ليبي، موريتانيا موريتاني. ولما نوصلوا إلى مملكتي فاس ومراكش، المغرب باللغة العربية، ماروك باللغة الفرنسية. الصراحة كاينين زوج حوايج سمعتهم الدولة العثمانية معليش نقولوا عليها دولة كانت فاسدة وفاسقة ما دارت والو. كاين فتح قسطنطينوبل اللي هي اسطنبول اليوم على يد محمد الفاتح، واللي على إثرها تهاوت الدولة البيزنطية. ثانيا الاسم الذي تركته للدولة التركية اليوم اسم فاس. لليوم تركيا ورثت هذا الاسم عن الدولة العثمانية. هذا الاسم الذي تتعامل به تركيا رسميا مع الكيان المروكي، الاسم الحقيقي نتاعها قبل ما يلبسوا لها اسم المغرب. هذه زوج حوايج تكفي لتشفع للدولة العثمانية. اسطنبول لليوم مازال يصدح فيها صوت الأذان والجلد اليومي للمخزن خلال مراسلاته وتعاملاته مع تركيا. كل ما يطلعوا المراسلات تاعهم مع تركيا المخزن يتذكر أنه فاس، مجرد مملكة فاس لا غير. زيد نكمل واش قال هذا المؤرخ أيضا عن الحدود بين مملكة فاس ومملكة الجزائر. dont il est séparé par les fleuves de Zis et Melouia. يفصل مملكة الجزائر عن مملكة فاس نهر زيس ونهر ملوية. وجنوب مملكة الجزائر واش كاين؟ صحراء نوميديا. واش كاين جنوب مملكة الجزائر؟ صحراء نوميديا. اسمعوها مليح، شكون هي نوميديا؟ الجزائر. ومن الجهة الشرقية تحدها مملكة تونس ويغمرها من الشمال البحر الأبيض المتوسط. نعود مراجعة خفيفة، وإن في الإعادة إفادة ووجع وألم للبؤساء. ما هي الحدود الفاصلة بين مملكة الجزائر ومملكة فاس؟ يقول هذا المؤرخ هو أيضا يؤكد أن نهر ملوية ونهر زيس هما الحدود الفاصلة بين مملكة فاس ومملكة مراكش. فمن الذي يمتلك الأحقية الشرعية للمطالبة بأراضيه ليس كذبا وبهتانا وزورا مثل ما تدعون أنتم. اللي كان مركز من بداية الفيديو سينتبه أننا كنا قد تكلمنا عن المؤلف والمؤرخ والجغرافي والعسكري الفرنسي بيير دافيتي كدليل اعتمده المؤرخ الهولندي أولفير دابير لدعم بحوثه. درك وصلنا إلى الدليل بعينه، وهذا الذي أمامكم غلاف الكتاب الخاص بالمؤرخ بيير دافيتي Description générale de l'Afrique. وسنرى ماذا يقول. هل هو فعلا نفس الكلام الذي تناوله المؤرخ الهولندي أولفير دابير؟ يقول بيير دافيتي Le royaume d'Alger comprend aujourd'hui la Mauritanie césarienne, dont Strabon appelle les peuples massiles ou macéciles, et dont Mélée décrit la province sous le nom de Numidie, donnée par ces peuples à leur pays que les Romains possédaient.
Cette contrée avait l'honneur autrefois d'être la principale de toute la Mauritanie sous l'ancien roi Juba lorsqu'il tenait le parti de Pompée contre César. Elle était redoutable aux nations étrangères et par le bruit de son nom et par la force de ses armes. Ce royaume qui contient ainsi que nous avons dit celui de Tlemcen sous lequel il était autrefois, outre ceux de Bougie, de Constantine et de plusieurs autres reconnaît pour souverain le grand seigneur. يقول بيير دافيتي: مملكة الجزائر هي موريتانيا القيصرية التي يسميها سترابون بشعوب الماسيل أو الماسيسيل. من يكون هذا سترابون؟ هو عالم جغرافيا، فيلسوف ومؤرخ إغريقي يعني يوناني، عاش من سنة 63 أو 64 قبل الميلاد إلى سنة 24 ميلادي. نكمل في الوصف الذي أعطاه بيير دافيتي لمملكة الجزائر، والتي وصفها ميلي المقاطعة التي تسمى نوميديا، هذا الاسم الذي أطلقه السكان على بلدهم أو دولتهم والتي كانت تحت سيطرة الرومان من قبل. كان لهذا البلد في الماضي شرف كونه البلد الرئيسي في كل موريتانيا. تحت حكم الملك يوبا عندما انحاز إلى صف بومبي ضد سيزار في حربهما. كانت دولة مهيبة بالنسبة للدول الأجنبية، كان ينظر إليها كدولة قوية هائلة بقوة السلاح الذي تملكه. اشتهر اسمها وذاع صيتها. اسم مملكة نوميديا كان دار ضجة وله وزن في تلك الفترة، كان يحسب له 1000 حساب. نفس الشيء بيير دافيتي يقول أن مملكة الجزائر تضم عدة مقاطعات بما فيها بوجي وقسنطينة إلى غيرها، إلى تلمسان التي كانت فيما مضى هي نفسها مملكة تضم كل هذه المقاطعات. Ce royaume a pour ses confins du couchant la Mauritanie Tingitane, en la partie orientale de Fès, divisée de celui-ci par les rivières de Zis et Melouia, du midi les déserts de Numidie, du levant les provinces du royaume de Tunis et du nord la Méditerranée. Sa côte s'étend sur la mer Méditerranée depuis l'embouchure de la Melouia jusqu'à celle de Suf-Gemar. مملكة الجزائر يحدها من جهة غروب الشمس دو كوشون كما قال هذا المؤلف موريتانيا الطنجية. سبحان الله، هذا المؤرخين تقول كانوا يعرفوا الخبايا نتاع الحاضر اللي رانا عايشين فيه. كل ما يتطرقوا لحدود الجزائر من جهة الغربية يهتموا بها ويوصفوها بدقة. لم يكتفي بقول أنه من الجهة الغربية لمملكة الجزائر تقع موريتانيا الطنجية، زاد لتأكيد الأمور بتوضيح أن مملكة الجزائر إلى حدود المنطقة الشرقية من مملكة فاس. هذا لي غوايون فاس ومملكة الجزائر ما الذي يفصل بينهما؟ نهر زيس ونهر ملوية. Ils sont divisés par les rivières Zis et Melouia. Du Midi يعني المنطقة الجنوبية لمملكة الجزائر. ماذا يوجد بالمنطقة الجنوبية لمملكة الجزائر؟ يوجد بالمنطقة الجنوبية لمملكة الجزائر صحراء نوميديا. صحراء نوميديا، نعاودها للمرة الثالثة، صحراء نوميديا. Du Levant يعني lever de soleil، المنطقة التي تشرق منها الشمس. ماذا يوجد؟ يوجد مملكة تونس، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط. رانا في مرجعين فقط، وما تحمله يكسر جمود العقول المتحجرة للناس التي تريد أن ترى الحقيقة، وليس الذين يحاولون عبثا تغطية الحقائق بغربال وفوق منه ممزق غير صالح للاستعمال. ننتقل إلى قراءة أخرى من هذا الإصدار الذي يعود إلى سنة 1817 تحت عنوان أبريجي de la nouvelle géographie universelle de William Guthrie. واش قال هذا المصدر لما تطرق إلى وصف ماروك؟ احنا ما يهمناش وصف ماروك، اللي تهمنا فقرة معينة نروحوا مباشرة نقراوها. La principale rivière est la Melouia qui sépare cet état de celui d'Alger. النهر الرئيسي في مملكة ماروك هو نهر ملوية الذي يقطع أو يفصل l'état du Maroc de celui d'Alger. واش قال نفس هذا المصدر لما تطرق إلى وصف الجزائر؟ Cette république à l'est de l'empire de Maroc répond à la partie de l'ancienne Mauritanie qu'on appelait Césarienne et à l'ancienne Numidie. ونقفز مباشرة إلى عبارة مهمة في هذه الفقرة. Son territoire abonde en blé, en fruits et en melons d'un goût exquis. Cette république، هذه الجمهورية اللي هي الجزائر، يقول تقع شرق مملكة ماروك، هي موريتانيا القديمة التي كانت تسمى القيصرية، وكذلك نوميديا القديمة. Son territoire، الأراضي نتاعها مغطاة بالقمح والفواكه والبطيخ الرائع المذاق. كما راكم تشوفوا هذا المصدر زاد عمل وصف ملخص لأهم المدن الجزائرية بعد ما عطى لمحة عن نهر شلف وقال عليه أنه من أهم الأنهار في الجزائر.
كما راكم تشوفوا دار وصف عن الجزائر العاصمة، ووصف لميناء المرسى الكبير، ووصف لمدينة وهران، ووصف لمدينة تلمسان، ووصف لمدينة عنابة بون، ووصف لبوجي اللي هي بجاية، ووصف لمدينة قسنطينة. إشارة خفيفة ولكن مفيدة إلى هذا القاموس، كنت ذكرت كلمة سوف جمار أو بالأحرى سوف قمار في المرجع نتاع بيير دافيتي لما تطرق إلى الشريط الساحلي الذي تطل عليه الجزائر من الشرق إلى الغرب. واش قال؟ قال هذا الشريط يمتد دو لومبوشور دو لاملوية جوسكا سيل دو سوف جمار أو سوف قمار. وذكرت الكلمة بلا ما نطرق إلى المعنى نتاع واش هاد سوف قمار أو سوف جمار. هذا ديكسيونير دو ترافو، ديكسيونير يونيفرسال دو ترافو اللي يعود أو يرجع إلى سنة 1771 هو اللي قلنا ما معنى هذه الكلمة. Alors, سوف قمار ou سوف جمار nom propre d'une rivière du royaume d'Alger. nom propre d'une rivière du royaume d'Alger. اسم لواد في مملكة الجزائر. قاموس يعود إلى سنة 1771 يشرح لنا اسم يطلق على نهر أو واد في مملكة الجزائر، سوف قمار. متى دخلت فرنسا الجزائر؟ سنة 1830. لازم يفهمون البؤساء وسيادهم كيف صنعت فرنسا الجزائر التي لم يكن لها وجود من قبل، في حين الجزائر بالجمل بما حمل، بتاريخها، بمدنها، بناسها، بأنهارها، بأحجارها، بأشجارها، تذكر في كل صفحات التاريخ وبأي صفة تذكر، بأجمل الصفات. وصلنا لافريك دو مغمول. في الحقيقة هذا المصدر من بعد نخصو لوقت معين، اليوم نتناولو باش نوضح نقطة للإشارة. مرمول عاش بين سنة 1520 و 1600. كل مصادر تاعنا تعود إلى ما قبل سنة 1830 تاريخ دخول فرنسا إلى الجزائر. كيف تناول مغمول العناوين الرئيسية في كتابه؟ نقراو مع بعض. غوايوم دو ماروك، غوايوم دو فاس. ركزتو مليح، كاين غوايوم دو ماروك، غوايوم دو فاس. من بعد بارتي دو بارباري où est le royaume d'Alger, partie de Barbarie où sont les royaumes de Tunis et Tripoli. مرمول هو الوحيد الذي أعطى الوصف الحقيقي للمواقع الحقيقية التي يوجد فيها البربر. يا سبحان الله، الواقع نتاعنا اليوم يعكس أنه لا علاقة لهؤلاء بنا إطلاقا، لا يوجد نقطة شبه واحدة بيننا وبينهم. مرمول فصل مملكتي فاس وماروك عن البربر، واليوم الخونة راهم يصادروا في تاريخ وتراث الجزائر باسم حنا شعب وأصل واحد وتاريخ وتراث واحد وتراث مشترك. ننتقل إلى هذا الكتاب الإيطالي المطبوع سنة 1685 وهو عبارة عن رسائل متبادلة بين حاكم جنوة وحاكم مملكة الجزائر. Lettre de la République Genoa au Royaume d'Algérie. حاكم جنوة كتب رسالة إلى حاكم مملكة الجزائر يبكي ويشتكي فيها من الحرائق التي أحدثتها قنابل القصف الفرنسي على مدينته. هنا الجزائر في كل مكان كانت موجودة، وين تروحوا تلقاوها وبشرف. قبل ما نخرجوا من إيطاليا، هذا أطلس جغرافي إيطالي مطبوع سنة 1722 يصف مملكة الجزائر وأهم مدنها. ذكر قسنطينة، بوجي بجاية، جيجري اللي هي جيجل، تلمسان، وهران، المرسى الكبير، بونا اللي هي عنابة. هنا مملكة الجزائر، تقلبوا الحجرة تلقاو اسم الجزائر، تدخلوا لفراشكم ترقدوا تلقاو اسم الجزائر. وهذا كتاب يتناول بنود اتفاقيات السلام بين بريطانيا والجزائر مطبوع سنة 1664. وهذا أيضا كتاب للقنصل الدنماركي في الجزائر تناول ملاحظات وأحوال عن البلاد سنة 1799. زيد، وهذا كتاب إنجليزي تناول الحروب بين إسبانيا والجزائر طبع في لندن سنة 1728. والله غير ذرك ترجعوا تفتحوا المرميطة نتاعكم تخرج لكم الجزائر، تفرغوا الماء في الكاس باش تشربوا تلقاو اسم الجزائر في كاسكم مع الماء اللي تشربوه. وهذا أطلس ألماني مطبوع سنة 1679 يصف مملكة الجزائر. نختم الفيديو نتاعنا اليوم بكتاب إيطالي آخر مطبوع سنة 1602 Relation préparative fait pour surprendre Alger. هذه هي الجزائر، كانت أوروبا وحلفائها
يقيموا من أجلها اجتماعات ويديروا دراسات عن كيفية اختراقها والتمكن منها لإخضاعها. وهذا الكتاب تمت ترجمته، سنتناوله في وقته إن شاء الله. جيبونا أين ذكر التاريخ مملكة كانت باسم المغرب منذ 12 قرن، لكن من مصادر عالمية وليس من مصادركم البائسة. نريد مصادر تذكر تاريخ مملكة باسم المغرب أو مغرب قبل سنة 1912. ما تقولوليش ماروك، ماروك ليست المغرب، ماروك هي مراكش، ماروك معناه مراكش، أما المغرب فهي لو مغرب باللغة الأجنبية. ومن بعد شرحوا لنا ما حكاية أو قصة كلما دخلنا مصدر أجنبي نلقاو مملكتين، واحدة تذكر باسم فاس والثانية تذكر باسم مراكش. تاريخ ينحصر في اسم مدينتين، أما نحن إن شاء الله سنسترجع حدودنا إلى نهر ملوية وسترون بأم أعينكم هذا. في الحقيقة عندكم الحق ما تعرفوش الجزائر، لأن الجزائر يعرفها الأحرار وليس عشاق العبودية. الجزائر إذا ذكرت وقف الرجال احتراما وانكمش السفهاء ألما وحسرة، كما الشيطان لما يسمع القرآن ينكمش ويهرب. انتظرونا إخواني أخواتي غدا إن شاء الله مع المصادر المروكية، وأجمل تحية لكم إخواني أخواتي. Allez, je te rajoute encore une chose, c'est-à-dire votre Benjamin Stora, que vous avez chargé de réviser l'histoire de l'Algérie. Voilà ce qu'il vous dit, puisque l'Algérie est une création de la France et que cette nation n'existait pas. Et la régence d'Alger avait tous les attributs d'une souveraineté. La preuve, vous allez voir, ça va vous revenir immédiatement en esprit, qui donne le coup d'éventail, à qui on donne le coup d'éventail en 1827? Au consul de France. Il y avait donc un consul de France à Alger. Il y avait donc par conséquent des consuls qui se sont succédés comme ça pendant des années et des années à Alger. Donc il y avait un État. Donc il y avait des attributs de souveraineté d'un État. Tous les écoliers de France ont appris l'histoire du coup d'éventail qui a provoqué l'arrivée 3 ans plus tard, en 1830, des bateaux à Alger. Ah, donc il y avait des consuls, et il y avait aussi des consuls avec le bey, avec le dey, donc il y avait des attributs d'État. Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas d'État. Donc là on touche oui, ça, c'est à la limite là, de la... Il faudrait que Robert Ménard revisite son histoire, en particulier qu'il étudie la liste complète de tous les consuls de France qui se sont succédés. Alors maintenant, attention, cet État qui existe, ça signifie quoi? Que sous l'Empire ottoman, il n'était pas nécessaire de passer par le point de vue central, c'est-à-dire par la Turquie, pour avoir des attributs de souveraineté. Mais on était membre de l'Empire ottoman quand même. Mais c'est le cas de tous les pays de l'Empire ottoman. Et les nationalistes ensuite se sont, comment dirais-je, renforcés, comme dans tous les pays de l'Empire ottoman, où il y avait dans cet Empire ottoman, ne l'oublions pas, et j'en parle dans mon livre, dans la bande dessinée, où sous la régence d'Alger, je l'écris, noir sur blanc, il y a des attributs d'État, et où les minorités ethniques étaient protégées par l'Empire ottoman, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe occidentale, puisque lorsqu'il y a l'abrogation du décret d'Isabelle la catholique en 1492 à l'Inquisition, où vont les populations juives et musulmanes? En Algérie. Dans l'Empire ottoman. Ils vont dans l'Empire ottoman. Vous commencez à parler de la bande. Alors, Macron, vous êtes un petit macro. Oui, vous êtes un petit macro et votre Brigitte a beau vous apprendre l'histoire, mais vous resterez un idiot de français. Vous savez que l'Algérie vous a sauvé des mains de Charles Quint le 14 octobre 1543 avec 200 galères, 200 bateaux et 30 000 soldats algériens. Là, on écrit Barberousse servi chez François Ier. Non, c'était François Ier lorsqu'il était captif chez Charles Quint. Et par le biais de sa mère, il a sollicité Barberousse à le sauver des mains de Charles Quint. Voilà ce qui s'est passé. Et la mère de François Ier partit voir au niveau de la régence d'Alger, c'est-à-dire au niveau
Elle s'est déplacée jusqu'à Alger pour solliciter Barberousse pour venir sauver la France. Et s'est installée à Toulon pendant tout l'hiver de l'année 1542 et 43. Ils sont restés près d'une année. C'était la flotte algérienne. C'était des Algériens. Sinon, Marseille aurait pu être espagnole. La même chose que ce qu'avait fait Sélim Ier lorsqu'il a été sollicité pour les sauver des mains de l'Empire hongrois. Autrement, Paris aurait été allemande. Je dis bien allemande. Vous n'avez jamais combattu les Français. Ça, c'est l'histoire. Mais moi, je reviens à l'Algérie. L'Algérie qui vous a sauvé. Et l'histoire le dit. Voilà ce que vous lui rendez en venant vous attaquer à l'Algérie parce que vous aviez des dettes et la France mourait de faim. La France mourait de faim. Justement, dans l'Iliade de Moufdi Zakaria, vous allez l'écouter. Faites traduire ça aussi par les harkis de chez toi. وجاعت فرنسا وجاعت فرنسا فكنا كراما وجاعت فرنسا فكنا كراما وكنا الأولى يطعمون الطعام وجاعت فرنسا فكنا كراما وكنا الأولى يطعمون الطعام فأدخمها قمحنا الذهبي فأدخمها قمحنا الذهبي وكم تبطر الصدقات اللئاما وباعت فرنسا ضمير اليهود وباعت فرنسا ضمير اليهود فباع ضمير اليهود الذماما وما كان بوشناق إلا ابن آوى وما كان بخريص إلا طغاما وما كان بوشناق إلا ابن آوى وما كان بخريص إلا طغاما وخرب شر المريض فرنسا وخرب شر المريض فرنسا فثار به الشعب يغلي انتقاما وضاق الفرنسيس بالعاطلين وما ذاق شر المريض المناما وأوحى له قمحنا غزونا فأطلق هذه القموح سهاما وصب النفايات في أرضنا وخان المسيح وأغرى السواما ومروحة الداي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحراما ومروحة الداي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحراما أبوتان هل سيدي فرج أبوتان هل سيدي فرج وإن طال ليل أقر النظام أبدا شغلنا الورى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه Eh oui, Macron, je sais que tu n'as rien compris au problème palestinien.
Je sais que tu n'as rien compris dans ta vie. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et puis tu te dis, c'est quoi ce poème? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais te la raconter. Je vais te la raconter tout de suite. Par le biais d'un des vôtres qui a écrit un livre. Lui, il parlait de Bouchnak et Bekri, qui se sont foutus du roi. Ils ont été payés par la France là-bas, mais les dettes du trésor d'Alger n'ont jamais été rendues à l'Algérie. Et voilà, après la destruction de la flotte algérienne dans la bataille de Navarra, du côté des côtes grecques, c'est là où la France a pensé à s'attaquer à l'Algérie par Sidi Firouche à 14 km d'Alger. Et le tracé a été fait par un commandant du génie qui est resté très longtemps ici chez le consul Duval. Il mérite plus qu'une gifle, ce salopard. Et lui, il faisait la reconnaissance sur les côtes algériennes et puis il a pris une carte qu'il avait rendue au duc de Bourman. Ce duc de Bourman, c'est un véritable voleur. Et vous allez l'écouter, puisque notre grand poète de la Révolution parlait de ce cas-là. Eh bien, écoutez-le. Et puis, tiens, on est déjà à 1 heure et plus, donc on va en finir. Donc, écoutez ce que dit un des vôtres. Et j'ai traduit le texte en arabe, même s'il n'est pas fait pour que les Algériens, nos enfants, doivent connaître l'histoire, pourquoi que la France est venue ici. C'est des brigands. Ils s'en foutent royalement de ce qui s'est passé entre le Dey et la France et les dettes, mais ils sont venus pour s'accaparer d'un grand trésor, le trésor dont tout le monde parlait à cette époque-là, un trésor fabuleux. Donc c'est pratiquement pire que des pirates, et ils viennent nous civiliser ces voleurs-là. Voilà, écoutez ce que dit Pierre Péan, qui a rédigé le livre Main basse sur Alger. Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Péan, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie. L'existence du trésor d'Alger est un fait notoire. Alger sera prise, et avec cette ville, les richesses qu'elle renferme. Général de Bourmont, commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830. Le 14 juin 1830, les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquaient donc sur les plages de Sidi Ferruche, à 27 km à l'ouest d'Alger. Ils venaient, croyaient-ils, défendre l'honneur de la France et libérer les Arabes de l'occupation turque, mais sans savoir encore qu'ils écrivaient ce jour-là la première page d'une longue histoire, les 130 ans de présence française en Algérie. Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Alors c'était le débarquement français en Algérie le 14 juin 1830, le début de 130 ans de colonisation, justifié, a-t-on dit, par le fameux coup d'éventail du Dey d'Alger au consul de France en 1827. C'est du moins ce que vous et moi nous avons appris à l'école. Or, en lisant votre dernière enquête, Main basse sur Alger, on découvre que la principale raison de la prise d'Alger, c'était pas une question d'honneur, c'était beaucoup plus prosaïque. C'était en fait, c'est comme l'indique le titre de votre livre, de faire main basse sur un trésor extraordinaire qui se trouvait à Alger. Vous parlez de, au bas mot, 250 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire 10 milliards de francs 2001, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros, et peut-être même plus d'ailleurs. Oui, c'était ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une opération de politique intérieure, il y avait une contestation très forte, il fallait beaucoup d'argent, et on a été faire un hold-up. Un hold-up que j'estime, si on prend tout, l'or, les bijoux, l'argent, les pièces de canon, tout, grosso modo, de au moins 4 milliards d'euros.
Jusqu'en 1819-1820, la principale ressource de la Régence, c'est effectivement ce qu'on appelle les prises barbaresques. Tout simplement, ce sont des corsaires qui, au nom du djihad, rançonnent, pillent tous les bateaux qui sont des bateaux chrétiens. Non, et c'est ça la source de l'argent, plus, et on y reviendra sûrement, le blé de la Mitidja. Alors c'est pas la source, en tout cas, puisque c'était fini, vous le dites depuis un certain temps, c'était pas l'origine de l'intervention française. Mais on l'a dit quand même. Oui. Hein, ouais. Mais alors l'origine de l'intervention française, ce qu'on a surtout dit, c'était le fameux soufflet, le fameux coup d'éventail donné par le dé d'Alger au consul de France en Algérie. Mais on oublie toujours de dire aussi que une des raisons de ce coup d'éventail, qui était offensant bien sûr pour la France, c'était que la France était endettée auprès de la Régence. Elle devait de l'argent au dé. C'est effectivement une histoire de fric, là aussi. C'est tout simplement que l'Algérie, enfin la Régence, avait fourni les armées, l'armée d'Italie et l'armée d'Égypte en blé. Et la France n'a pas honoré, n'a pas payé complètement. Et ça se situe autour de 1800. Et régulièrement, le dé d'Alger réclame l'argent. Et donc, il y a déjà un premier règlement en 1802, mais qui n'est pas appliqué. Et finalement, un traité en 1819, et là, tout semble... On réduit la dette de 7 millions, mais malgré ça, en 1827 encore, le dé d'Alger n'a encore rien touché. Ah donc, un coup d'éventail au consul de France. Oui, parce que le consul de France s'est mis l'argent dans les poches. Aussi, mais c'était vraiment affreux, c'est sordide votre histoire, la Pierre Péan. Alors, coup d'éventail, ouais. Pour venger son honneur, dit-on, on décrète un blocus d'Alger, la France bloque le port d'Alger, puis comme ça suffit pas, il y a une expédition qui va se préparer, aussi pour des raisons politiques. Vous évoquez la politique intérieure, Pierre Péan, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être que Charles X a eu envie de redorer un peu son blason, parce que sa monarchie, son système monarchique, est très contesté par une opposition qui fait des progrès. Tout va mal pour Charles X, et donc en 1829, il veut revenir tout simplement à ce qu'était avant 1789, à une monarchie absolue, et il nomme le plus impopulaire de tous les gouvernements, c'est-à-dire Polignac, Bourmont, d'Ossez et d'autres, mais surtout Bourmont, tout un symbole. On y reviendra, Pierre Péan, mais vous dites aussi que comme des élections sont prévues, cet argent du trésor d'Alger lui aurait servi à corrompre les électeurs. C'est ce qui est prévu. Il y a des élections qui sont prévues, je crois, le 28 juin ou le 23 juin et le 3 juillet 1830. Toute la conception de l'opération est faite en fonction des élections. Il n'y a plus d'argent dans les cassettes, il faut tout simplement de l'argent pour corrompre les consciences et essayer, et de toute façon le roi dit que s'il n'y arriverait pas, c'est des ordonnances qui gouvernement. Mais l'argent d'Alger, la conquête d'argent, c'est pour corrompre. Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours, même un mois avant ces élections, eh bien, la flotte française quitte Toulon au mois de juin, et les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquent donc le 14 juin à Sidi Ferruche, où Bourmont installe son état-major. Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies, prendre Staweli et marcher sur Alger. Donc il part effectivement avec son argent personnel, mais l'essentiel de l'argent est dans les caves, sous le divan. Et le divan, il faut rappeler ce que c'est. C'est là où il siège, c'est là où à la Casbah. À la Casbah où il exerce son pouvoir. Et là, il y a des caveaux énorme, et cet argent-là, il n'en a pas la maîtrise. En fait, c'est le trésor, comme il y a le trésor de France, comme il y a le trésor d'Angleterre, c'est donc le trésor de la Régence. Et donc c'est ça qui va être que les Français cherchent. Ils en connaissent l'existence, ils en connaissent grosso modo le montant. Ils l'ont toujours minimisé, mais ils en connaissent le montant. Et là, donc, dès le premier jour, la première chose que fait Bourmont et les militaires, c'est d'aller sous le divan et donc d'essayer de trouver ce qu'il y a. Et donc cet argent, c'est énorme. C'est déjà grosso modo 62 tonnes d'or et 241 tonnes d'argent, plus les bijoux, les pierreries, les diamants. Or, si on revient sur les livres d'histoire, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu 50 millions de l'époque qui sont arrivés vers le trésor français. La réalité, c'est qu'il y avait dans le trésor, au minimum, le trésor proprement dit, au minimum 5 fois plus.
Mais alors c'est là où votre enquête a été difficile, c'est parce qu'en fait on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bourmont nomme une commission des finances le premier jour, à laquelle on doit remettre en principe les clés du trésor. Elle est chargée d'estimer ce trésor. Il y a 3 commissaires qui d'ailleurs vont s'en mettre plein les poches, mais ça n'empêche pas dès le premier jour le pillage. On ne sait pas très bien ce que ça devient, qui vole qui vole quoi, qui met dans ses poches ce trésor, Pierre Péan. Alors, déjà, la rumeur arrive très rapidement à Paris. C'est un des généraux qui s'appelle Loverdo, qui écrit d'abord à sa femme, puis qui écrit à Polignac, comme quoi il y a des choses abominables qui sont en train de sont en train de se passer. Et puis donc, il y a donc un changement de régime très rapidement. Louis-Philippe prend le pouvoir et veut savoir si ces rumeurs... Alors, on y reviendra, mais justement, changement... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la coïncidence entre la prise d'Alger et la chute du régime de Charles X. Parce que Charles X apprend avec du retard, au mois de juillet, que le 5 juillet, Bourmont s'est emparé d'Alger, mais à ce moment-là même, au lieu de... il cherche à se servir de cette victoire, d'abord, pour redorer son blason, c'est ce que vous disiez, mais en même temps, tout le monde s'en fout complètement à Paris de ce qui se passe à Alger. On s'en est toujours foutu. Hein, je veux dire, la prise d'Alger, il faut bien s'imaginer qu'il y a une grave crise politique, et on peut parler d'Alger comme on veut. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en France. Donc, pour revenir au trésor, donc il ne servira effectivement à rien, hein, même si, puisque l'objet c'était donc de corrompre, cet argent ne servira pas à corrompre, puisque au fond, très rapidement, compte tenu des délais de communication, très rapidement, quand on sait, il est évidemment déjà trop tard. Ah, effectivement, le 27 juillet commence la première des 3 glorieuses, les 3 jours pendant lesquels Charles X est renversé. On a un trésor avec moi, ce qui est vrai, mais vous ne le verrez pas. Alors ce trésor d'Alger, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Avant de parler de votre enquête, Pierre Péan, vous citez vous-même 2 personnages qui ont recherché l'endroit dans quelle poche était passé cet énorme trésor. D'abord un personnage un peu douteux qui s'appelle Flandin. Donc Flandin... ça c'est à l'époque. Hein, alors il y a Clausel est nommé donc en remplaçant de Bourmont, et immédiatement crée une commission d'enquête pour savoir, en fait, pour vérifier les rumeurs. Où est passé cet argent? Est-ce qu'il y en avait beaucoup plus? Il nomme une commission d'enquête et un rapporteur qui s'appelle Flandin, qui, pour être clair, est un emmerdeur, hein, mais c'est vraiment le plus efficace. Il se met au travail et trouve tout de suite, effectivement, des traces que l'argent, l'or et l'argent qu'il y avait dans la Casbah étaient beaucoup plus importants que ce qu'on dit à Paris. Hein. Et il en trouve les traces. Il trouve que des militaires ont transporté beaucoup de caisses d'or, non vers le port, mais vers les collines. Hein. Il trouve plein d'éléments. Mais il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce que tout simplement, au bout d'une dizaine de jours, la commission d'enquête est arrêtée. Mais ce Flandin, qui est quand même, qui est un tenace, qui est un coriace, qui est un personnage bizarre, plus ou moins maître chanteur aussi, n'arrêtera jamais, lui, d'enquêter et voudra que la vérité éclate. Et pendant 22 ans, hein, il va emmerder tout le monde, tous les gouvernements, et effectivement, il fait des dossiers dont je me suis inspiré et qui montrent effectivement, en tout cas, il chiffre au minimum à 3 fois ce qu'on déclare, qu'il y avait au moins 3 fois. Donc ça, là, c'est une chose. Et puis, pendant très longtemps, on n'entend plus parler du tout de cette enquête parce que il a été étouffé complètement. Il faudra attendre 1954 qu'un professeur d'université d'Alger, Marcel Émérite, reprenne l'histoire et retrouve des documents qui dormaient dans les archives nationales, et notamment un rapport de la préfecture de police du préfet Pietri, et qui raconte qu'il y a bien eu des détournements, et donc c'est au minimum donc 3 fois plus. Il reprend le truc de Flandin, et donc il fait une déclaration, mais 1954 c'est pas une bonne année pour parler de l'Algérie, puisque c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc ça va
encore s'enterrer. Et lui était, il faut le rappeler, pour l'indépendance de l'Algérie. Et il était pour l'indépendance d'Alger. Enfin, mal vu par ses collègues d'Alger. Mal vu par tout le monde, oui. Alors, vous avez repris en quelque sorte la succession d'Emery, et j'aimerais savoir quelles sont vos conclusions. La moitié de votre livre, c'est là-dessus, au fond, où est passé cet argent. Alors, je voudrais qu'on prenne un par un ceux qui en ont bénéficié. D'abord, vous dites l'État français, ce qui peut paraître naturel. Alors, je précise donc juste avant que j'ai trouvé des nouvelles sources, toutes nouvelles sources, et notamment en Angleterre, par le fameux consul Saint John, le consul d'Angleterre, qui était l'ami du lait. Et donc là, j'ai trouvé énormément de dossiers, puis d'autres. Alors, quels sont ceux qui en ont bénéficié? D'abord, les militaires, hein, pour des raisons strictement personnelles. Hein. Je pense à Denier, qui avait des dettes énormes avant de partir en Algérie, qui non seulement les a remboursées, mais s'est financé un hôtel particulier, un train de vie absolument incroyable. Donc, voilà, il y a un certain nombre de militaires qui s'en sont mis dans les poches comme ça. Hein. Et puis, il y a Bourmont, justement parmi eux. Bourmont fait partie de cela, mais dans ce que moi j'ai trouvé, Bourmont s'est servi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y avait été pour des raisons politiques, pour la défense de Charles X, eh bien, il va se servir de cet argent pour monter les conspirations en 1832 pour faire tomber Louis-Philippe. Et ça, j'ai trouvé la trace de l'or qui venait d'Alger. Ça, c'est le deuxième. Le troisième personnage... Pour financer aussi, dites-vous, pour ce qui concerne Bourmont, plus tard, en 1834, une conspiration en Espagne, la conspiration carliste. Mais celle-là, elle est une conspiration carliste, mais l'essentiel de l'argent que j'ai pu trouver comme au niveau du financement politique, c'était 1832, donc la révolte dite de la duchesse de Berry. Ensuite, il y a Louis-Philippe, hein, qui vient d'arriver au pouvoir. Qui vient d'arriver au pouvoir et qui s'en est pris probablement la plus grosse partie. Hein, probablement, donc, 2 fois ce qui est arrivé officiellement dans le trésor de la France. Et pourquoi? Pour des raisons politiques? Tout simplement pour lui aussi, pour sa poche, hein, pour ses poches. Enfin, il y a aussi plein de gens, enfin, qui ont fait du commerce, etc. Mais le quatrième pôle, c'est surtout la maison Cellière, qui a gagné beaucoup d'argent de cette affaire. La première partie, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait un contrat de gré à gré avec le ministère de la Guerre, ont tout à fait bien honoré leur contrat. Donc ils ont été payés pour avoir transporté de l'aide. Mais leur position était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils avaient 357 bateaux privés à eux. Donc si les gens voulaient piquer de l'argent, il fallait bien qu'ils transportent. Hein. Et par qui transporter? Par ces bateaux. Donc avec ces bateaux, il fallait payer des commissions. Donc ils ont pour le blanchiment, pour le transport, il y avait le maison Cellière. Mais aussi ils étaient banquiers parce que c'était une maison banque. Donc ils ont échangé de l'or pris par les militaires, par les uns, par les autres, contre des lettres de change. Il est plus facile d'arriver dans un port avec une lettre de change qu'avec des valises pleines d'or. Donc troisième raison, ils étaient aussi en position de monopole pour acheter tout ce qui a été piqué parce qu'il y a eu l'or, l'argent, mais il y a aussi les canons, les marchandises et tout. Et donc ils ont eu toute cette activité de blanchiment, comme on dit aujourd'hui. Eh bien ils ont pu le faire et donc ils ont gagné beaucoup d'argent. Ce qui est marrant, Pierre Péan, c'est que vous avez été voir évidemment les descendants de tous ces gens-là, notamment le baron Cellière. Oui. Alors il vous a accueilli, hein, je crois, très gentiment. Tout à fait gentiment, et même en partant, il m'a dit si vous trouvez des traces du trésor, vous me faites signe. Pourquoi? Mais cela dit, ces gens ont fait fortune, au fond, grâce à cette conquête de l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune. Je considère que la maison Cellière est à l'origine donc c'est la conquête d'Alger, le développement, l'éclatement de sa fortune. Mais il y a aussi, je pense que le pourboire à celui qui concrètement était sur le terrain était un certain Adolphe Schneider en paiement de ça, et c'était les forges du Creusot qui ont été financées par la maison Cellière. Donc c'est-à-dire par la régence d'Alger, par le Dey, par le Trésor. L'évolution de la sidérurgie française a été largement financée par l'or d'Alger. Pierre Péan, c'est quand même extraordinaire parce que ça, très franchement, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Moi, c'était toujours le fameux soufflet qui a existé aussi. Il a existé. Hein. Les intérêts de. C'est vraiment le dernier tabou au fond sur les guerres d'Algérie. On dit toujours qu'il y a des tabous. Or aujourd'hui, on parle quand même, on sait pratiquement tout, beaucoup de choses sur la guerre, sur la torture, mais sur ce qui s'est passé à l'origine, on n'en sait rien. Ce fameux trésor, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, Pierre Péan. C'est le dernier tabou. Je crois que le tabou était dû tout simplement au fait que
le dire pendant plus de 100 ans, c'était tout simplement ternir l'armée française et le discours ambiant qui était l'œuvre de civilisation de la France, et faire un hold-up et la civilisation, c'est pas tout à fait conciliable, et je pense que c'est ça la vraie raison. Et puis je ne sais pas pour quelle raison les chercheurs, les historiens n'ont pas été voir dans certaines sources qui sont totalement accessibles, notamment celle de Londres. Merci Pierre Péan. Main basse sur Alger, c'est enquête sur un pillage, c'est le titre de votre livre. Eh oui, Macron, quand je vous dis que vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, et vous accusez les autres de corsaires, vous êtes des voleurs. C'est un Français de chez vous qui témoigne. Il a mené son enquête, il sait ce qui s'est passé. C'est pas le coup de l'éventail. Oh, l'honneur de la France, et il ne faut pas ternir l'image de l'armée française. Voilà, je vous laisse une autre preuve, parce que nous, quand on parle avec des preuves, pas des blablabla. Regardez-moi ça. Tout ça sur des allées des Invalides. Chez vous, à Paris, c'est des canons algériens. Et même à l'intérieur, là où vous faites vos cérémonies, c'est des canons algériens qui sont là et avec preuve. Je dis bien avec preuve. Je crois que vous avez atterri à la présidence de la France comme ça, alors que vous ne connaissez même pas votre histoire. Regardez-moi cette inscription, c'est écrit quoi? Al-Jazair, sur ces mêmes canons. Al-Jazair, la véritable appellation. C'est ça l'Algérie. Donc ça a été fait avant que vous nous veniez et vous accaparez de ces terres-là. Là aussi, c'est l'Algérie. Sonia, fil Jazair. Dar Nahas, si vous ne connaissez pas, on l'appelle Dar Nahas, la maison du bronze ou maison du cuivre, Alger. Là aussi, Jazairuna, Al-Jazair, Al-Jazair, Ya'mur Mohammed Kada, etc. C'est écrit en arabe. C'est ça le problème. La preuve, elle se trouve chez vous. Elle se trouve à Paris, dans votre capitale. Et vous n'êtes jamais rendu compte que c'est écrit en arabe et c'était dans les fonderies de Dar Nahas, ici sur Alger. À bon entendeur, salut Monsieur Macron. Brigitte, essaie de lui faire prendre ses cours. C'est un cancre. C'est un idiot, je ne vois pas comment tu l'as épousé. Hein? Vous, quand même, une mémé qui épouse un genou qui ne comprend rien du tout, alors que vous avez été dans l'enseignement pour plus de 40 ans. Idiot que vous êtes les Français. Salam alaikum, Jum'at al-Khair, et à une prochaine, Inch'Allah. Oh, j'aurais pu dire beaucoup plus que ça. Sur les Français, j'ai beaucoup d'histoires. Quoi, eux, ils vivent dans les histoires. C'est pas qu'ils ont écrit l'histoire. Ils ont vécu dans les histoires. Les contes de fées des Français. Bravo, messieurs, et salut.